L'invité du 20h, il s'agit de Madame Marilyn Diarra, directrice de l'environnement et des établissements classés. Nous allons donc parler environnement ce soir. Bonsoir Madame Diarra. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, première question, on vient juste sortir de la journée mondiale de l'environnement. J'imagine que vous l'avez fêtée, bien célébrée. Vous avez marqué cette journée comment? Alors effectivement, on l'a bien fêté partout sur le territoire national, mais plus particulièrement en ce qui concerne le ministère de l'Environnement et du Développement durable, nous nous sommes déplacés avec le ministre à Tambacounda, puisqu'on voulait célébrer un petit peu cette journée mondiale au niveau du Sénégal oriental, qui existait avant. Maintenant, c'est Tambacounda et Kédougou. Donc les autorités administratives de Kédougou nous ont rejoints à Tambacounda, puisque à Tambacounda, il y a des problématiques extrêmement intéressantes par rapport au thème qui est rapprocher les gens de la nature. Il y a le parc du Nyokolokoba, bien sûr. Il y a également l'extraction d'or par les orpailleurs qui utilisent des produits chimiques très toxiques, comme vous avez eu à le dire tout à l'heure, le mercure, le cyanure. Donc c'était une problématique tout à fait à point et nous voulions en parler avec les populations, avec les autorités, avec les orpailleurs aussi qui étaient invités. Alors, on va revenir certainement à cette question que vous venez tantôt d'évoquer, mais j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur votre direction, la direction de l'environnement et des établissements classés, sur la deuxième dénomination, en tout cas, qui reste les établissements classés, pas très connus du grand public, il faut dire. Quels sont vos domaines d'intervention ? Alors effectivement, les établissements classés, les gens se demandent ce que c'est. Est-ce que ce sont des réserves classées? Non, ce sont toutes les sociétés, tous les établissements susceptibles d'avoir une influence sur l'environnement, une influence négative. On pense tout de suite évidemment aux pollutions. Donc un établissement qui pollue l'air ou un établissement qui rejette des eaux usées, des eaux contenant des produits chimiques, comme certaines sociétés, ce sont des établissements classés. Les plus petits établissements classés, qu'on appelle les établissements classés de classe 2, par exemple, les boulangeries, les stations essence, sont des établissements classés. Alors, bonne transition justement pour parler de ces fameuses stations essence. On sait que l'État voulait justement encadrer l'installation de ces stations d'essence. Aujourd'hui, à vue d'œil, on n'a pas l'impression en tout cas que la construction de ces stations est réduite. Quels sont vos moyens, quels sont les moyens dont vous disposez aujourd'hui pour encadrer? Est-ce qu'effectivement la construction de ces stations est limitée? Oui, effectivement, depuis le 30 août 2016, on a pris carrément une interdiction de construire de nouvelles stations-service. Donc les stations-service qui existent à l'heure actuelle sont celles qui étaient antérieures ou des projets qui avaient démarré avant. Mais il n'y a plus de possibilité à l'heure actuelle de construire de nouvelles stations-service. C'est une mesure qui a été prise pour effectivement limiter, vous l'avez dit, il y a un foisonnement de stations-service au niveau de Dakar, alors qu'il y a très peu de stations-service dans les régions. Elles sont mal desservies dans les autres régions que Dakar. Et donc c'est pour inciter aussi les sociétés pétrolières à aller plus à l'intérieur du pays. Il y a évidemment beaucoup de mesures à prendre pour encadrer ce type de construction, ce type d'établissement classé. Mais ce sont des mesures qui reviennent en dernier lieu. Les dossiers sont instruits par la direction de l'environnement et des établissements classés. Et c'est donc à ce titre que nous avons interdit les constructions, les nouvelles constructions de stations-service. Osons le dire, Dakar, notre capitale, étouffe. Il y a des immeubles qui poussent un peu partout comme des champignons. Plus de poumons verts dignes de ce nom, à part le parc de Han. Est-ce qu'il existe vraiment une politique de réhabilitation de nos espaces verts? Alors, il y a un autre poumon vert que le parc de Han, il y a également le Technopôle. Et ce sont vraiment des sites fantastiques. Le parc de Han, tout comme le Technopôle. Le Technopôle, c'est 330 mètres de superficie, 180 hectares de plans d'eau. Donc, ce sont des superficies quand même importantes et qui permettent à Dakar, qui devraient permettre à Dakar de s'oxygéner davantage. Est-ce qu'il y a une politique qui va dans ce sens? Ce n'est pas une politique qui nous revient, puisque ce n'est pas le ministère de l'Environnement et des établissements classés qui a à charge le plan d'organisation de la ville. Nous essayons de contribuer, nous encadrons certaines
prérogative, mais ça ne nous revient pas de dire qu'il doit y avoir ici ou là tel ou tel parc ou tel poumon. Est-ce qu'il faut? Il y a un petit peu partout dans Dakar des petites zones, petites certes, mais sur lesquelles on pourrait planter, par exemple. Mais ça ne fait pas partie de nos prérogatives. Nous, on peut encadrer, mais il faut qu'il y ait déjà un plan qui soit fait dans ce sens. Donc, nous, bien sûr, nous poussons pour aller dans ce sens. Et dernièrement, je me suis rendue au Technopole pour expliquer aux gens le bienfait de ce technopôle et qu'il ne fallait plus continuer à construire au niveau de ce technopôle. Et pour exemple, on a dû, nous, arrêter des constructions, des promoteurs qui venaient remblayer la zone sans autorisation pour construire dessus. Et là, à ce moment, nous pouvons intervenir parce que il faut passer par la direction de l'environnement et des établissements classés. Alors, il n'y a pas seulement le technopôle qui est agressé, il y a également le littoral tout le long de la côte aujourd'hui, et c'est un phénomène assez dangereux puisque la mer avance de manière vraiment très très rapide, drastique. Alors, qu'est-ce que vous préconisez, quelles sont les solutions que vous préconisez justement pour éviter ce fléau? Alors, pour éviter ce fléau, il y a des mesures à prendre dans des temps différents. Il y a les mesures à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, on a déjà agi, on a protégé la côte à certains endroits. Par exemple, on a construit la digue de Rufisque à Tiaolen, au niveau du cimetière, une digue qui fait 730 mètres de long. Le problème, c'est que quand on construit en dur, il y a des répercussions en aval de la zone. Et il vaut mieux préconiser des solutions plus légères, plus soft. Et c'est comme ça que l'on a engraissé la plage, c'est-à-dire qu'on a mis du sable, on a reconstruit la plage de Pilote-Bar au niveau du Gandiolet, en face de la Brèche. Sur 700 mètres de côte, on a réensablé toute la zone sur 20 mètres. Et à l'heure actuelle, comme j'aime à le dire, la nature aime bien se laisser apprivoiser, elle nous le rend bien. Et donc, à partir de 700 mètres de reconstruction que nous avons faite, on est maintenant à 1 km de long sur 60 mètres de large. C'est-à-dire que la mer elle-même a ramené du sable. Et donc, il y a des méthodes qui sont intéressantes à utiliser. Et on a maintenant un certain recul au niveau du Sénégal, puisqu'on a utilisé différentes méthodes légères ou vertes, qu'on appelle vertes, avec du reboisement, avec de l'engraissement. On a également utilisé des solutions qu'on appelle grises, avec les digues. Et finalement, on a un certain recul et on peut aller beaucoup plus loin maintenant, puisqu'on a également élaboré une stratégie de gestion intégrée des zones côtières grâce à l'Union européenne. Et grâce à tous ces éléments qui nous servent de soubassement, de base, pour aller vers un projet beaucoup plus large, beaucoup plus étoffé, beaucoup plus cohérent, pour savoir quelles sont les solutions à utiliser pour tel ou tel endroit. Et on est en train de mettre en place aussi un observatoire du littoral. On a fait déjà une étude de faisabilité qui a été financée par l'AFD, l'Agence française de développement, pour voir comment mettre sur place cet observatoire du littoral. Donc, il y a des mesures à différents temps et on est accompagné évidemment pour ces mesures, comme je l'ai dit, par différents bailleurs de fonds, par des financiers, par des techniciens aussi, qui nous permettent vraiment de savoir quelles sont les solutions sur l'ensemble du littoral, parce qu'on a parlé de Saint-Louis, du Gandiolet, mais on peut parler de toute la côte. Vous avez parlé tout à l'heure de Dakar, vous avez parlé de Sali, mais il y a également les îles du Saloum qui sont affectées, les îles de Casamance, et donc il faut avoir une vision sur l'ensemble du littoral pour pouvoir prendre les bonnes décisions et aller vers les bonnes solutions. Alors l'actualité, c'est aussi le Sénégal qui est signataire des accords de Paris, des accords qui aujourd'hui imposent aux États la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Et puis paradoxe, notre pays autorise à côté de ça la construction d'une centrale à charbon. Alors quand on connaît l'impact que peut avoir le charbon en termes de pollution, finalement, est-ce qu'on n'a pas fait un pas en avant puis un pas en arrière? Alors, une centrale à charbon, ça ne peut pas être un pas en arrière parce qu'en même temps, on a quand même
construit des centrales solaires. Rappelez-vous de la centrale de Mbohol qui a été inaugurée au mois d'octobre 2016. Et il y a d'autres centrales solaires aussi qui sont en train de se développer. Et on s'est inscrit vraiment au niveau du Sénégal dans les énergies renouvelables. Ce qui a été préconisé bien sûr lors de l'accord de Paris, qui a été donc signé en 2015. La mise en œuvre de cet accord de Paris est en train de se faire et chaque pays, effectivement, s'est engagé à aller vers des solutions qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'origine du dérèglement climatique. Au niveau des pays africains, on n'est pas très pollueurs, il faut bien le dire. Hein. On est les moins pollueurs de la Terre, alors qu'il y a d'autres grands pays très pollueurs qui doivent faire des efforts beaucoup plus importants que nous. Il y a des pays, je ne vais pas les citer, mais il y a des pays qui utilisent des dizaines de centrales à charbon. Alors, ce n'est pas parce que des pays du Nord utilisent des centrales à charbon que nous, on peut se permettre d'en utiliser une ou deux. Ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner, il faut toujours faire des efforts. Et cette centrale à charbon qui est en train d'être construite, on a demandé à ce qu'il y ait une étude d'impact environnemental qui soit faite, comme pour tous les établissements classés, hein, de classe 1, les plus gros établissements classés. C'est ce qui est en train d'être fait. Il y a une révision de l'étude d'impact qui est en train d'être faite de façon à réduire les impacts négatifs sur l'environnement. Donc c'est dans ce sens qu'on peut intervenir. Et puis aussi on préconise que cette centrale à charbon soit transformée lorsqu'on aura du gaz en centrale à gaz. Le gaz polluant en moins. Ce sera la dernière question. Hein. C'est toujours sur ces accords de Paris. C'est vrai, vous venez de le dire, que les pays africains ne sont pas les pays les plus pollueurs, certes, mais ce sont des pays qui ont encore besoin de miser sur des énergies polluantes. On a des projets comme la construction de chemins de fer, on a cet exemple de centrales à charbon. Finalement, que pensez-vous de ceux qui pensent que les pays africains sont peut-être empressés de signer ces accords de Paris qui, aujourd'hui, n'autorisent pas, en tout cas, certains pays africains qui n'ont pas encore atteint un certain niveau de développement, justement, de mépriser l'usage de ces énergies polluantes? En fait, il faut relativiser. Les pays font eux-mêmes, s'engagent eux-mêmes. Chaque pays a écrit sa propre contribution déterminée au niveau national. C'est ça l'engagement du pays. C'est un engagement qui est fait à partir des possibilités qu'ont le pays. Ce sont les experts du pays lui-même qui étudient le problème et qui voient vers quel type comment il faut s'orienter par rapport à ce problème de dérèglement climatique. Bien sûr, il y a un côté politique aussi dans cet accord de Paris, ça, on ne peut pas le nier, mais il y a une vision qui doit être dégagée de cet engagement qui est pris par chacun des pays. Ça n'est pas imposé aux pays, ce sont les pays qui décident eux-mêmes d'aller dans telle ou telle direction, fort évidemment des visions qui sont données au niveau politique. Et donc, nous, on s'est engagé, et le président Macky Sall l'avait bien dit lors de la COP21, on s'est engagé encore une fois vers les énergies renouvelables. En 2030, on espère être en mesure de contribuer en énergie renouvelable pour 30% environ de l'énergie totale. Ça, c'est un signal très fort du Sénégal. Évidemment, en parallèle, il faut que le Sénégal continue à se développer. Mais aller vers les énergies renouvelables, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se développer. On va se développer, mais suivant une vision un peu différente de celle qu'on a pu avoir avant ou de celle que les pays européens ou les pays du Nord, de façon générale, avaient empruntée. On ne veut pas recommencer les mêmes erreurs. On veut se développer, bien sûr. Tout pays a le droit de se développer. C'est même pratiquement un devoir pour les populations que le pays se développe. Mais il faut se développer de façon durable. Il faut se développer en ne détruisant pas tout ce qui est autour de nous. Et lorsqu'on préconise plutôt les énergies renouvelables, plutôt une technologie qui nous permette de réduire les gaz à effet de serre, on le fait aussi dans l'habitat. On est en train de développer des projets d'habitat, de logements sociaux avec des
une consommation d'énergie beaucoup moins importante, une réduction de la consommation d'énergie. C'est tout ça que l'on préconise. Donc c'est tout un ensemble qui nous permet de nous développer, mais tout en allant en même temps vers une réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup, Madame Marlene Diarra, d'avoir apporté des éclairages. Je rappelle que vous êtes directrice de l'environnement et des établissements classés. Merci également à vous d'avoir suivi cette édition qui est à présent terminée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée. Au revoir.